Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Question 1. Tu veux qu'on se retrouve à la bibliothèque ou au musée cet après-midi? Plutôt la bibliothèque, j'ai quelques livres à rendre. Question 2. Où est mon portefeuille? Je suis sûr qu'il était posé juste à côté de mes clés. Ah, le voilà. Il est tombé sous la table. Question 3. Tu as vu mon casque audio sans fil? Il était sur la table tout à l'heure. Oui, il est dans le salon à côté de la télévision. Question 4. As-tu remarqué Sophie récemment? Elle a coupé ses cheveux, maintenant ils sont très courts et bouclés. Oui, ça lui va vraiment bien. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question. Mesdames, Messieurs, nous vous prions de noter que le concert symphonique prévu ce soir à l'Auditorium Verdi est reporté à une date ultérieure en raison de difficultés techniques imprévues. Nous vous invitons à conserver vos billets qui resteront valables pour la nouvelle représentation. Nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions d'accepter nos excuses pour ce désagrément. Chers visiteurs, en raison de l'afflux exceptionnel de public, l'accès à l'exposition Rêves d'Orient se fera désormais sur réservation obligatoire. Nous vous encourageons à réserver vos créneaux via notre site internet ou directement à l'accueil du musée afin de garantir votre entrée. Nous vous remercions de votre compréhension. Chers passagers, nous vous informons que la ligne ferroviaire reliant Lyon à Genève sera interrompue le week-end prochain pour des travaux de maintenance sur les voies. Des solutions de remplacement par bus ont été mises en place. Veuillez consulter les horaires alternatifs sur notre site web ou au guichet des gares concernées. Chers participants, nous vous rappelons que l'inscription à l'atelier de photographie du samedi prochain doit impérativement être confirmée avant mercredi. L'atelier sera animé par un professionnel renommé et se déroulera dans la salle Lumière. Les places étant limitées, nous vous encourageons à finaliser votre réservation rapidement. Vous allez entendre des messages sur votre messagerie téléphonique. Indiquez pourquoi la personne appelle. Question 1. Bonjour Sophie, c'est Julien. Je voulais te rappeler que demain c'est l'anniversaire de Paul. Je pensais passer lui acheter un cadeau après le travail, mais je ne sais pas trop quoi lui prendre.
Tu as des idées? Si tu veux venir avec moi, fais-moi signe. À bientôt. Question 2. Salut Nathalie, c'est Mélanie. J'ai bien reçu les documents que tu m'as envoyés, merci. Par contre, il y a une erreur dans la dernière page. Je te renvoie tout ça par mail avec les corrections. Fais-moi savoir si ça te convient. Bonne journée. Question 3. Bonjour Monsieur Dupont, ici Stéphane de la compagnie de livraison. Je voulais vous prévenir que votre colis est bien arrivé, mais il semble y avoir un souci avec l'adresse de livraison. Pouvez-vous nous rappeler pour confirmer l'adresse correcte? Merci et bonne journée. Question 4. Salut Marc, c'est Sarah. J'espère que tout va bien. Dis-moi, est-ce que tu aurais le temps de me donner un coup de main pour déménager ce week-end? J'ai quelques cartons à déplacer, mais je n'y arriverai pas seule. Fais-moi savoir si tu es disponible. Merci beaucoup. Question 5. Bonjour Monsieur Lefebvre, ici Claire de la société Environnement Vert. Je vous appelle pour vous informer que notre équipe passera chez vous demain matin pour une inspection de votre installation solaire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. À bientôt. Question 6. Salut Emma, c'est Lucie. Je voulais juste te prévenir que j'ai finalement trouvé la recette du gâteau au chocolat que tu cherchais. Je te l'envoie par mail dès que je rentre chez moi. J'espère que tu l'aimeras autant que moi. À plus tard. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Les impôts sur la fortune sont-ils nécessaires pour une société plus juste? Indiquez si la personne interrogée A. Estime que les impôts sur la fortune sont essentiels pour réduire les inégalités. B. Pense que les impôts sur la fortune découragent l'investissement et l'innovation. C. Considère que les impôts sur la fortune doivent être modérés pour éviter l'évasion fiscale. Document 1. Je suis convaincu que les impôts sur la fortune sont un outil indispensable pour réduire les écarts de richesse. Dans une société juste, les plus fortunés doivent contribuer davantage pour financer les services publics et aider les plus démunis. C'est une question d'équité. Document 2. Ce genre de taxe a un effet pervers. En taxant trop les plus riches, on finit par les décourager d'investir dans l'économie. L'innovation, les nouvelles entreprises, tout cela dépend de ceux qui ont les moyens de prendre des risques financiers. Taxer trop lourdement la fortune peut donc freiner la croissance et nuire à l'économie.
Document 3. Il est nécessaire de taxer les grandes fortunes, mais il faut trouver un juste milieu. Trop d'impôts peuvent pousser certains à chercher des moyens d'éviter de payer, voire à déplacer leurs actifs à l'étranger. Un impôt modéré sur la fortune permettrait de contribuer à la redistribution sans pour autant encourager l'évasion fiscale. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Le revenu universel est-il une solution aux inégalités sociales? Indiquez si la personne interrogée A. Pense que le revenu universel permettrait de réduire les inégalités. B. Considère que le revenu universel est une bonne idée, mais insuffisante. D. Ne croit pas en la viabilité du revenu universel. Personne A. Le revenu universel est une idée révolutionnaire. Si tout le monde avait un revenu de base garanti, cela réduirait la pauvreté, permettrait à chacun de vivre dignement et d'avoir accès aux mêmes opportunités. C'est un moyen efficace de réduire les inégalités qui persistent dans notre société. Personne. Personne B. À mon avis, le revenu universel n'est pas la solution miracle. Certes, il peut apporter une aide ponctuelle, mais les inégalités sociales sont bien plus profondes. Il faut agir sur des facteurs comme l'éducation, l'accès à la santé ou encore la fiscalité pour vraiment changer les choses. Un revenu universel, seul, ne suffira pas. Personne C. Je suis sceptique sur l'idée du revenu universel, comme on finance un téléphone programme sans alourdir les impôts pour une grande partie de la population? Et qui nous garantit que cela ne découragera pas les gens de travailler, pour monter sur une utopie qui risque de créer plus de problèmes qu'elle ne résoudra? Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. La pollution lumineuse, bien que souvent négligée, a un impact considérable sur les écosystèmes et la santé humaine. En altérant le cycle naturel du jour et de la nuit, elle perturbe les rythmes biologiques de nombreuses espèces animales, notamment celles qui dépendent de l'obscurité pour se nourrir ou se reproduire. Par ailleurs, des études montrent que l'exposition prolongée à une lumière artificielle excessive, surtout dans les environnements urbains, peut affecter le sommeil des humains, entraînant à long terme des problèmes de santé tels que des troubles cardiovasculaires ou métaboliques. Face à ce constat, des solutions émergent, comme la réduction de l'éclairage public ou l'utilisation de lumières plus respectueuses de l'environnement. Les véhicules autonomes sont présentés comme une révolution dans le domaine des transports. Grâce à des capteurs sophistiqués et des algorithmes d'intelligence artificielle, ces véhicules sont capables de circuler sans intervention humaine. Cependant, leur développement soulève des questions éthiques et légales complexes. Par exemple, en cas d'accident inévitable, comment le véhicule doit-il prioriser les vies? De plus, l'intégration de ces véhicules dans les infrastructures actuelles pose un défi logistique important. Certains experts estiment qu'avant une adoption à grande échelle, des ajustements majeurs seront nécessaires, tant sur le plan technique que réglementaire.
Vous allez entendre un long reportage radio. Répondez aux 2 questions. L'épreuve écrite du bac de français pour les élèves de série générale proposait pour le commentaire un texte de l'auteure française Sylvie Germain, extrait de son roman Jour de colère, prix Femina en 1989. Un texte de 20 lignes décrivant 9 frères, sorte d'hommes des bois, élevés dans les forêts du Morvan, dans un passé indéterminé, prévenait le chapeau de l'épreuve. L'idée pour les élèves était, comme le suggère un corrigé de l'épreuve publié par Le Monde le lendemain, de se demander comment les 9 fils ont-ils été façonnés par l'environnement dans lequel ils ont grandi. Mais comme l'écrit le Figaro étudiant, l'atmosphère sylvicole de l'extrait, l'opacité de certaines images et le champ lexical de la nature ont, semble-t-il, déstabilisé plus d'un candidat. Dans les heures qui suivirent l'épreuve, Twitter, Instagram, TikTok furent envahi de commentaires incendiaires et remplis d'insultes adressés à l'auteur du texte du bac de français Sylvie Germain. Je vous livre ici les plus légères. Ton texte, il est finito, aucun sens, à part 9 bouffons nus dans la forêt qui vivent dans une maison de merde, j'ai rien compris. Autre commentaire, un poil plus drôle cette fois, tu prends le commentaire, tu ressors de la salle avec une formation de garde forestier. Ou encore, on peut connaître le nom des 9 fils SVP, ça ne m'avait pas manqué, le livre de la jungle. Les autres commentaires hyper vulgaires, insultants et parfois menaçants, comme une vidéo TikTok vue 100 000 fois et aimée 12 000 fois, ont fait réagir, mais cette fois dans l'autre sens. Les profs ont pris la défense de Sylvie Germain. Bonjour l'intelligence des jeunes qui passent le bac de français, qui en veulent à Sylvie Germain parce qu'elle possède plus de 3 mots de vocabulaire. Moins gnangnan, l'autrice elle-même, Sylvie Germain, interviewée par le Figaro étudiant, a déclaré « Je ne suis qu'un prétexte, je ne me sens pas concernée personnellement, je suis plutôt inquiète du symptôme que cela révèle », dit-elle, et elle ajoute « Ils veulent des diplômes sans aucun effort, se clament victimes pour un oui ou pour un non, et désignent comme persécuteurs ceux-là même qu'ils injurient et menacent. Quels adultes vont-ils devenir ?» Bonne question, sans doute. L'épreuve écrite du bac de français pour les élèves de série générale proposait pour le commentaire un texte de l'auteure française Sylvie Germain, extrait de son roman Jour de colère, prix Femina en 1989. Un texte de 20 lignes décrivant 9 frères, sorte d'hommes des bois, élevés dans les forêts du Morvan, dans un passé indéterminé, prévenait le chapeau de l'épreuve. L'idée pour les élèves était, comme le suggère un corrigé de l'épreuve publié par Le Monde le lendemain, de se demander comment les 9 fils ont-ils été façonnés par l'environnement dans lequel ils ont grandi. Mais comme l'écrit le Figaro étudiant, l'atmosphère sylvicole de l'extrait, l'opacité de certaines images et le champ lexical de la nature ont, semble-t-il, déstabilisé plus d'un candidat. Dans les heures qui suivirent l'épreuve, Twitter, Instagram, TikTok furent envahi de commentaires incendiaires et remplis d'insultes adressés à l'auteur du texte du bac de français Sylvie Germain. Je vous livre ici les plus légères. Ton texte, il est finito, aucun sens, à part 9 bouffons nus dans la forêt qui vivent dans une maison de merde, j'ai rien compris. Autre commentaire, un poil plus drôle cette fois, tu prends le commentaire, tu ressors de la salle avec une formation de garde forestier. Ou encore, on peut connaître le nom des 9 fils SVP, ça ne m'avait pas manqué, le livre de la jungle. Les autres commentaires hyper vulgaires, insultants et parfois menaçants, comme une vidéo TikTok vue 100 000 fois et aimée 12 000 fois, ont fait réagir, mais cette fois dans l'autre sens. Les profs ont pris la défense de Sylvie Germain. Bonjour l'intelligence des jeunes qui passent le bac de français, qui en veulent à Sylvie Germain parce qu'elle possède plus de 3 mots de vocabulaire. Moins gnangnan, l'autrice elle-même, Sylvie Germain, interviewée par le Figaro étudiant, a déclaré « Je ne suis qu'un prétexte, je ne me sens pas concernée personnellement, je suis plutôt inquiète du symptôme que cela révèle », dit-elle, et elle ajoute « Ils veulent des diplômes sans aucun effort, se clament victimes pour un oui ou pour un non, et désignent comme persécuteurs ceux-là même qu'ils injurient et menacent. Quels adultes vont-ils devenir ?» Bonne question, sans doute, en attendant la
Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour un bulletin météo très spécial. Le programme des Nations Unies pour le développement et l'OMM ont lancé une vaste campagne de sensibilisation au dérèglement climatique. Au cœur de leur communication, les enfants, l'idée leur faire présenter la météo du 22 mars 2050. L'objectif, attirer l'attention sur la manière dont le changement climatique affectera le temps et la vie des générations futures, tout en assénant quelques messages forts. Du nord au sud, côté climat, rien ne va. Si nous n'écoutons pas les scientifiques, la situation sera bien pire quand je serai grand. Il ne s'agit pas simplement d'un bulletin météo, il en va de notre futur. L'objectif principal est d'impliquer les jeunes générations, car nous pensons qu'il faut aller au cœur des familles et que le moyen d'y parvenir est de passer par leurs enfants. Et d'impliquer chaque famille dans la discussion sur le changement climatique et sur ce que nous pouvons faire. Bonsoir à tous. Plus proche de chez nous, c'est Martin, 9 ans, qui s'est glissé le temps d'une journée dans la peau du présentateur météo. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fera chaud pour un mois de mars. L'après-midi, il fera assez chaud au Tessin, 30 degrés à Lugano, jusqu'à 28 degrés à Genève, 27 degrés en Valais et même 14 degrés à 2000 mètres, des valeurs au-dessus de la norme. Des prévisions pourtant réalistes fournies directement par les spécialistes de météo suisse. On a pris les projections climatiques pour la Suisse et on a pris les scénarios sans mesure de protection du climat efficace afin de représenter à quoi une journée chaude pour fin mars 2050 pourrait ressembler. Il s'agit donc d'un exemple de prévision pour 2050 mais qui est malheureusement tout à fait plausible. Le bulletin météo de Martin est visible en intégralité sur nos plateformes. Il aura 35 ans en 2050, en espérant que d'ici là, la tendance se soit inversée. Il y a 25 ans, on aurait parlé d'un beau mois de juin. Bonne soirée à tous. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour un bulletin météo très spécial. Le programme des Nations Unies pour le développement et l'OMM ont lancé une vaste campagne de sensibilisation au dérèglement climatique. Au cœur de leur communication, les enfants, l'idée leur faire présenter la météo du 22 mars 2050. L'objectif, attirer l'attention sur la manière dont le changement climatique affectera le temps et la vie des générations futures, tout en assénant quelques messages forts. Du nord au sud, côté climat, rien ne va. Si nous n'écoutons pas les scientifiques, la situation sera bien pire quand je serai grand. Il ne s'agit pas simplement d'un bulletin météo, il en va de notre futur. L'objectif principal est d'impliquer les jeunes générations, car nous pensons qu'il faut aller au cœur des familles et que le moyen d'y parvenir est de passer par leurs enfants. Et d'impliquer chaque famille dans la discussion sur le changement climatique et sur ce que nous pouvons faire. Bonsoir à tous. Plus proche de chez nous, c'est Martin, 9 ans, qui s'est glissé le temps d'une journée dans la peau du présentateur météo. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fera chaud pour un mois de mars. L'après-midi, il fera assez chaud au Tessin, 30 degrés à Lugano, jusqu'à 28 degrés à Genève, 27 degrés en Valais et même 14 degrés à 2000 mètres, des valeurs au-dessus de la norme. Des prévisions pourtant réalistes fournies directement par les spécialistes de météo suisse. On a pris les projections climatiques pour la Suisse et on a pris les scénarios sans mesure de protection du climat efficace afin de représenter à quoi une journée chaude pour fin mars 2050 pourrait ressembler. Il s'agit donc d'un exemple de prévision pour 2050 mais qui est malheureusement tout à fait plausible. Le bulletin météo de Martin est visible en intégralité sur nos plateformes. Il aura 35 ans en 2050, en espérant que d'ici là, la tendance se soit inversée. Il y a 25 ans, on aurait parlé d'un beau mois de juin. Bonne soirée à tous.
Année olympique dans un pays francophone, la France, ce n'est pas arrivé depuis 1976 à Montréal, d'où votre mission, Daniel Zielinski, délégué ministériel à la francophonie auprès du ministère des Sports. Vous y bossez depuis longtemps, mais les premières recommandations arrivent, notamment avec une série de publications, dont celle-ci, Parlez-vous break, puisque la break dance est une nouvelle discipline des JO, mais en disant cela, je fais une énorme erreur et je souscris à l'anglicisme. Il ne faut pas dire breakdance. Alors non, mais l'intérêt de notre travail que nous avons eu avec la délégation générale à la langue de France, aux langues de France et à la langue française, qui sont mes petits copains de jeu pour travailler sur ces sujets. On travaille bien sûr avec l'Académie française, avec les fédérations sportives, ce qui est le plus important pour comprendre les gestes. Pour nous, la traduction du mot du sport n'est pas vraiment le plus important. Le plus important pour nous, c'est de traduire les phases du jeu, les mouvements du jeu, qui sont souvent en anglais aussi pour ces sports-là. Parce que, par exemple, quand je regardais les opérations de snowboard aux Jeux de Pékin, je comprenais rien. Tout simplement parce que les journalistes reprenaient les mots en anglais. Et pourquoi ils reprenaient les mots en anglais? Parce qu'ils n'existaient pas en français et qu'il n'y avait pas de définition française. Et donc, j'avais beau regarder les images, je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Donc, l'idée, c'est tout simple, c'est de repartir des phases, des gestes, pour que quand nous allons regarder les Jeux Olympiques, quand nous verrons ces épreuves, nous puissions mieux comprendre, que l'ensemble des journalistes francophones et l'ensemble du public francophone puissent comprendre tout simplement les images, parce que les définitions que l'on donnera, les mots que nous donnerons sont des mots plutôt français. Mais break ou breakdance, il n'y a quand même pas beaucoup de différence. Je reviens à la définition de la discipline. Oui, par exemple, on n'a pas non plus traduit surf, on va pas traduire football ou handball. Là, l'idée, c'était de dire quand même, si on cherche un mot français, autant chercher un mot qui ressemble, qui soit déjà dans le dictionnaire. Le mot break était dans le dictionnaire, mais pas dans la même acception, pas dans la même définition. Et donc, il était important pour nous de trouver les mots qui se rapprochent le plus possible de la langue française pour que, éventuellement, on puisse passer à la langue française en utilisant ces mots-là plutôt que les mots anglais. Donc, Année olympique dans un pays francophone, la France, ce n'est pas arrivé depuis 1976 à Montréal, d'où votre mission, Daniel Zielinski, délégué ministériel à la francophonie auprès du ministère des Sports. Vous y bossez depuis longtemps, mais les premières recommandations arrivent, notamment avec une série de publications, dont celle-ci, Parlez-vous break, puisque la break dance est une nouvelle discipline des JO, mais en disant cela, je fais une énorme erreur et je souscris à l'anglicisme. Il ne faut pas dire breakdance. Alors non, mais l'intérêt de notre travail que nous avons eu avec la délégation générale à la langue de France, aux langues de France et à la langue française, qui sont mes petits copains de jeu pour travailler sur ces sujets. On travaille bien sûr avec l'Académie française, avec les fédérations sportives, ce qui est le plus important pour comprendre les gestes. Pour nous, la traduction du mot du sport n'est pas vraiment le plus important. Le plus important pour nous, c'est de traduire les phases du jeu, les mouvements du jeu, qui sont souvent en anglais aussi pour ces sports-là. Parce que, par exemple, quand je regardais les opérations de snowboard aux Jeux de Pékin, je comprenais rien. Tout simplement parce que les journalistes reprenaient les mots en anglais. Et pourquoi ils reprenaient les mots en anglais? Parce qu'ils n'existaient pas en français et qu'il n'y avait pas de définition française. Et donc, j'avais beau regarder les images, je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Donc, l'idée, c'est tout simple, c'est de repartir des phases, des gestes, pour que quand nous allons regarder les Jeux Olympiques, quand nous verrons ces épreuves, nous puissions mieux comprendre, que l'ensemble des journalistes francophones et l'ensemble du public francophone puissent comprendre tout simplement les images, parce que les définitions que l'on donnera, les mots que nous donnerons sont des mots plutôt français. Mais break ou breakdance, il n'y a quand même pas beaucoup de différence. Je reviens à la définition de la discipline. Oui, par exemple, on n'a pas non plus traduit surf, on va pas traduire football ou handball. Là, l'idée, c'était de dire quand même, si on cherche un mot français, autant chercher un mot qui ressemble, qui soit déjà dans le dictionnaire. Le mot break était dans le dictionnaire, mais pas dans la même acception, pas dans la même définition. Et donc, il était important pour nous de trouver les mots qui se rapprochent le plus possible de la langue française pour que, éventuellement, on puisse passer à la langue française en utilisant ces mots-là plutôt que les mots anglais.
Pauline Véron, alors vous avez commencé à évoquer démocratie ouverte, dont vous êtes la coprésidente. Je vais citer ce qui a écrit sur votre site, la raison d'être de Démocratie ouverte, cette association. Je cite, Démocratie ouverte œuvre à la transformation démocratique de nos institutions et de nos orientations afin de relever les défis structurants du XXIe siècle. C'est très ambitieux. Ça se traduit comment ? Ça se traduit par un accompagnement des acteurs publics qui veulent faire plus de démocratie participative. Donc nous accompagnons des régions, des villes, des départements qui initient des dispositifs du type budget participatif, convention citoyenne locale ou nouvelle gouvernance, par exemple des villes qui réfléchissent à la façon dont ils peuvent prendre des décisions, à la fois en interne entre élus et agents, mais aussi avec les citoyens. Donc nous expérimentons, nous proposons des nouvelles formes de participation citoyenne parce que nous pensons et nous travaillons avec de nombreux élus. Moi-même, j'ai été élue pendant pas mal d'années où j'ai pu mettre en œuvre des dispositifs de participation citoyenne. Nous voyons sur le terrain que quand nous mettons en place des dispositifs de participation citoyenne, à condition qu'ils soient faits en respectant un certain nombre de critères de qualité, j'allais dire, parce que parfois, quand c'est pas très bien fait, ça peut être un peu déceptif, et du coup, ça se retourne un peu contre la démocratie participative. Mais quand c'est bien fait, c'est un allié de la démocratie représentative. Et souvent, et je vous rejoins tout à fait, quand parfois certains parlementaires ont l'impression que la démocratie participative va un petit peu contre la démocratie représentative, alors que pas du tout. Ça fait revenir vers des processus, ça permet aux gens de comprendre comment les décisions sont prises, y participer, y donner son point de vue, être entendu. Jamais nous n'avons rencontré des citoyens qui participaient à ces dispositifs, qui souhaitaient se substituer aux élus qui prennent la décision. Et ils sont nombreux, ces citoyens, à participer justement à vos initiatives. Quand on donne les moyens de le faire... Est-ce qu'il y a des décisions qui aboutissent ? Oui, il y a des décisions qui aboutissent tout à fait. Par exemple, à travers les budgets participatifs, il y a des votes qui sont faits sur des propositions issues des citoyens et qui sont mis en œuvre par les communes, alors que ce n'est absolument pas proposé par la collectivité. Donc, évidemment, il faut se donner un petit peu les moyens d'aller chercher les gens dans les quartiers, de réfléchir à une certaine méthode pour permettre à tout le monde de participer. Mais si on se donne un peu les moyens et qu'on a une vraie volonté de le faire, alors on fait venir, notamment je pense aux jeunes ou des gens dans les quartiers populaires qui ont encore plus besoin qu'ailleurs que des politiques publiques soient mises en œuvre pour eux et qu'ils savent ce dont ils ont besoin. Dans ce cas-là, ça fonctionne bien. Pauline Véron, alors vous avez commencé à évoquer démocratie ouverte, dont vous êtes la coprésidente. Je vais citer ce qui a écrit sur votre site, la raison d'être de Démocratie ouverte, cette association. Je cite, Démocratie ouverte œuvre à la transformation démocratique de nos institutions et de nos orientations afin de relever les défis structurants du XXIe siècle. C'est très ambitieux. Ça se traduit comment ? Ça se traduit par un accompagnement des acteurs publics qui veulent faire plus de démocratie participative. Donc nous accompagnons des régions, des villes, des départements qui initient des dispositifs du type budget participatif, convention citoyenne locale
ou nouvelle gouvernance, par exemple des villes qui réfléchissent à la façon dont ils peuvent prendre des décisions, à la fois en interne entre élus et agents, mais aussi avec les citoyens. Donc nous expérimentons, nous proposons des nouvelles formes de participation citoyenne parce que nous pensons et nous travaillons avec de nombreux élus. Moi-même, j'ai été élue pendant pas mal d'années où j'ai pu mettre en œuvre des dispositifs de participation citoyenne. Nous voyons sur le terrain que quand nous mettons en place des dispositifs de participation citoyenne, à condition qu'ils soient faits en respectant un certain nombre de critères de qualité, j'allais dire, parce que parfois, quand c'est pas très bien fait, ça peut être un peu déceptif, et du coup, ça se retourne un peu contre la démocratie participative. Mais quand c'est bien fait, c'est un allié de la démocratie représentative. Et souvent, et je vous rejoins tout à fait, quand parfois certains parlementaires ont l'impression que la démocratie participative va un petit peu contre la démocratie représentative, alors que pas du tout. Ça fait revenir vers des processus, ça permet aux gens de comprendre comment les décisions sont prises, y participer, y donner son point de vue, être entendu. Jamais nous n'avons rencontré des citoyens qui participaient à ces dispositifs, qui souhaitaient se substituer aux élus qui prennent la décision. Et ils sont nombreux, ces citoyens, à participer justement à vos initiatives. Quand on donne les moyens de le faire... Est-ce qu'il y a des décisions qui aboutissent ? Oui, il y a des décisions qui aboutissent, tout à fait. Par exemple, à travers les budgets participatifs, il y a des votes qui sont faits sur des propositions issues des citoyens et qui sont mis en œuvre par les communes, alors que ce n'est absolument pas proposé par la collectivité. Donc, évidemment, il faut se donner un petit peu les moyens d'aller chercher les gens dans les quartiers, de réfléchir à une certaine méthode pour permettre à tout le monde de participer. Mais si on se donne un peu les moyens et qu'on a une vraie volonté de le faire, alors on fait venir, notamment je pense aux jeunes ou des gens dans les quartiers populaires qui ont encore plus besoin qu'ailleurs que des politiques publiques soient mises en œuvre pour eux et qu'ils savent ce dont ils ont besoin. Dans ce cas-là, ça fonctionne bien. Outre l'aménagement d'infrastructures cyclables, telles que des pistes sécurisées, certaines villes vont jusqu'à offrir des incitations financières pour l'acquisition de vélos électriques, plus coûteux. Si ces efforts tendent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à décongestionner les espaces urbains, ils posent néanmoins des défis en termes de cohabitation avec les piétons, notamment dans les zones où l'espace est partagé. Le télétravail, autrefois marginal et souvent perçu comme une modalité exceptionnelle, s'est imposé comme une norme durable dans le monde professionnel post-pandémie. Cette transformation radicale, bien que plébiscitée pour la flexibilité qu'elle offre aux employés, n'est pas sans conséquence sur la dynamique de l'entreprise. En effet, bien que le télétravail ait démontré des effets positifs sur la productivité et le bien-être individuel, il est aussi la source d'un isolement croissant chez certains collaborateurs, réduisant ainsi les interactions spontanées qui favorisaient autrefois la créativité et l'esprit d'équipe. La montée en puissance des énergies renouvelables, bien qu'encourageante, pose de nombreuses questions quant à la gestion des réseaux électriques. En effet, l'intégration massive de sources intermittentes comme l'éolien ou le solaire bouleverse les paradigmes classiques de la production et de la distribution de l'énergie. À cela s'ajoutent les problématiques de stockage de l'électricité excédentaire et la nécessité de moderniser les infrastructures vieillissantes. Le défi est donc de taille, comment garantir une fourniture stable et continue tout en encourageant une transition écologique rapide et ambitieuse.
Les transformations sociétales observées au cours des dernières décennies, notamment l'explosion des technologies numériques, ont considérablement remodelé le paysage de l'éducation. L'accès massif à l'information, facilité par Internet, et l'apparition de plateformes éducatives en ligne ont profondément modifié la manière dont les savoirs sont transmis. Si ces outils permettent un apprentissage plus flexible et personnalisé, ils soulèvent aussi des inquiétudes quant à la qualité de l'enseignement, l'accompagnement des élèves, et la fracture numérique qui, pour certains, pourrait exacerber les inégalités existantes. Alors que les débats sur la souveraineté alimentaire occupent de plus en plus de place sur la scène internationale, il est crucial de reconnaître les fragilités structurelles des systèmes agricoles contemporains. Les modèles agricoles intensifs, qui visent à maximiser la productivité au détriment de la durabilité, sont souvent pointés du doigt pour leur impact environnemental dévastateur. Pourtant, une transition vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement, axée sur la résilience et la diversité des cultures, se heurte à des résistances, notamment économiques, car elle implique des réformes profondes et un soutien étatique renforcé. Le dernier long-métrage de Xavier Dolan, bien qu'ambitieux dans son approche visuelle, ne parvient pas tout à fait à transcender ses influences. Il oscille constamment entre hommage et imitation des grands maîtres du cinéma d'auteur. Si la photographie est indéniablement saisissante, capturant avec brio l'intensité émotionnelle des personnages, le scénario, quant à lui, reste superficiel. On peine à s'attacher à ces protagonistes désincarnés, dont les motivations manquent de profondeur. Pourtant, la mise en scène méticuleuse de Dolan et son usage audacieux de la bande sonore témoignent de son indéniable talent. Lors de cet entretien, l'écrivain Paul Nacker revient sur son processus créatif pour son dernier roman, Les ombres du passé. Contrairement à ses précédentes œuvres, marquées par une forte composante autobiographique, ce récit s'aventure sur des terrains plus philosophiques. Nacker y interroge le poids du passé et la manière dont les souvenirs façonnent notre identité. Il admet que la rédaction de ce livre fut particulièrement laborieuse, non seulement en raison de la complexité thématique, mais aussi du défi que représentait l'articulation d'un récit non linéaire. Pourtant, Nacker estime que cette structure fragmentaire Dans son nouveau one-man show, Rire pour ne pas pleurer, l'humoriste Alain Durand explore avec une ironie mordante les absurdités du quotidien. Sa capacité à transformer des situations banales comme faire la queue à la poste ou chercher une place de parking en moment de pure comédie est tout simplement remarquable. Mais au-delà de ces observations légères, Durand ne se prive pas d'aborder des sujets plus sérieux. Il parvient à critiquer, avec finesse, la bureaucratie, la politique et même la technologie moderne, tout en gardant un ton délibérément léger. Ce contraste entre des thèmes graves et son humour décalé fait de ce spectacle une réussite incontestable. Propose une réflexion poignante sur la solitude et l'incommunicabilité. Le décor minimaliste, constitué uniquement de quelques chaises et d'un éclairage tamisé, renforce le sentiment de vide et d'isolement des personnages. Si la lenteur du rythme peut désorienter certains spectateurs, elle est nécessaire pour accentuer le malaise que la pièce cherche à susciter. Les performances des acteurs sont d'une justesse remarquable, capturant chaque nuance d'émotion avec une intensité déconcertante. Toutefois, l'abstraction du texte, avec ses longues pauses et ses dialogues fragmentés, pourrait en rebuter plus d'un.
Interrogé sur son dernier film, Les Illusions perdues, le réalisateur Marc-Antoine Leroy revient sur ses choix esthétiques et narratifs. Il explique que son objectif principal était de déconstruire les codes traditionnels du cinéma narratif en jouant avec la temporalité et en refusant une résolution claire à l'intrigue. Pour lui, cette approche reflète mieux la complexité de la réalité moderne, où tout est constamment en mouvement et où il n'existe plus de vérités absolues. Leroy admet cependant que cette volonté d'expérimentation a parfois été mal reçue par le public, certains critiques lui reprochant une narration trop confuse.